Donc, bonjour, Léa Saint-Pierre du Bureau de coordination du développement durable au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et je m'excuse d'avance, j'ai des travaux dans ma rue, donc ça se peut qu'on entende toutes sortes de bruits. Je suis désolée. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de faire avec vous un état des lieux des travaux en économie circulaire au sein du gouvernement québécois. Alors, d'abord, il faut dire que, étant donné qu'il n'y a pas de consensus au niveau international, au niveau de la définition de l'économie circulaire, le gouvernement du Québec utilise la définition réalisée par le pôle de concertation québécois en économie circulaire piloté par l'EDEC, définissant l'économie circulaire comme un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Ce faisant, on voit que l'économie circulaire est une pierre d'assise pour le développement d'une économie verte, résiliente et durable qui contribue par ailleurs au développement durable de la société. Donc, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors, c'est pourquoi on voit l'économie circulaire comme étant le moteur du développement durable. Et ça, c'est une définition qui est présentée dans le cadre conceptuel de la mesure de l'économie verte publiée par l'Institut de la statistique du Québec en juin dernier. Alors, d'abord, en 2006, la loi sur le développement durable a été homologuée et donc, ça fait en sorte que le gouvernement est responsable de produire une stratégie gouvernementale en développement durable qui représente les orientations du gouvernement pour achever donc l'objectif du développement durable. Et ce faisant, tous les ministères et organismes qui sont assujettis à cette loi, donc environ au nombre de 110, sont tenus de prendre en compte ces orientations-là dans un plan d'action en développement durable et d'en rendre compte annuellement. Alors donc, comme Joanne l'a mentionné tout à l'heure, la stratégie actuelle, donc 2015-2020, vient à échéance et le ministère de l'Environnement et lutte au changement climatique a le mandat de coordonner les travaux de révision. Alors, c'est pourquoi on a entamé les travaux de renouvellement pour la période 2022-2027. Et on voit donc la stratégie comme étant un véhicule prometteur pour mettre en place là, un cadre de gouvernance en économie circulaire qui fixe des objectifs à atteindre pour le Québec. Alors, l'économie circulaire était déjà une thématique présente dans la stratégie actuelle. Alors, il y avait une mesure qui visait à inciter les ministères et organismes à réaliser des projets pour mettre en œuvre l'économie circulaire, l'écologie industrielle et pour appuyer le développement d'entreprises d'économie sociale. Et dans la présente stratégie, on veut aller plus loin. Alors, pour ce faire, on a réalisé une consultation interministérielle au printemps dernier qui visait à identifier finalement les leviers stratégiques à mettre en place et les indicateurs et les cibles, mais également, comme Joanne l'a mentionné, on voulait dresser un portrait des initiatives actuelles au niveau de l'administration publique en regard de l'économie circulaire. Donc, on a recensé environ 95 initiatives actuelles ou futures et on les a classées selon les différentes stratégies de circularité que vous pouvez voir au bas du graphique et également au niveau des leviers stratégiques. Ce qu'on entend par levier stratégique, c'est par exemple au niveau du développement d'outils, c'est un petit peu plus au niveau opérationnel. Alors, on parlait de création de guides, de formation, des études. Au niveau des leviers financiers, c'était vraiment plus au niveau des programmes, des fonds, des subventions, etc. Les leviers réglementaires, c'est les lois et règlements, évidemment. Et au niveau politique, c'était plutôt des documents d'orientation comme des stratégies, des plans d'action et des plans stratégiques. Donc, pour des fins en fait, d'analyse, on a donc répertorié et classé les initiatives de cette façon-là. Et on voit ici, dans le graphique, qu'il y a une majorité d'initiatives qui concernent la gestion des matières résiduelles,
mais aussi la valorisation et l'éco-conception, tandis qu'au niveau des leviers stratégiques, c'est principalement le développement d'outils et les outils, les leviers financiers qui sont mis de l'avant. Notre consultation a aussi révélé d'importants besoins en termes de recherche et développement, d'innovation et aussi de mettre en œuvre les mécanismes de communication, donc information, sensibilisation, éducation, pour nous permettre de déployer l'économie circulaire au Québec. Alors, je vais maintenant vous faire un état un peu des... en fait, je vais vous présenter quelques exemples d'initiatives publiques qu'on a recensées. Et puis, je m'excuse, c'est un peu lourd, mais c'est quand même important de vous le présenter. Alors, d'abord, au niveau de la gouvernance, on a mis sur pied en 2017 un groupe de travail interministériel sur l'économie circulaire pour coordonner l'action gouvernementale en matière d'économie circulaire. Sinon, au niveau du ministère de l'Environnement, lutte au changement climatique, il y a le plan d'action de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui contribue par une enveloppe là, de 100 millions et plusieurs mesures là, à l'économie circulaire. Il y a aussi la stratégie de valorisation de la matière organique qui vient d'être déposée, qui vise donc à valoriser 70% de la matière organique. Et finalement, le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui est en renouvellement, comme vous le savez, qui vise à atteindre une cible de réduction de 37,5% des GES en dessous de 90 pour l'horizon 2030. Recette Québec, maintenant, ont organisé en 2018 les premières assises québécoises de l'économie circulaire de concert avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et l'EDEC. C'est un événement qui a regroupé plus de 400 participants. C'était sold out et franchement très impressionnant pour y avoir assisté. Et on assiste maintenant au deuxième appel de proposition pour la transition vers l'économie circulaire qui vise à financer des projets en symbiose industrielle et territoriale, mais également les autres stratégies d'économie circulaire. En 2018, il y a également eu le lancement de la plateforme web Québec circulaire qui regroupe une foule d'informations, outils, initiatives au Québec et à l'international pour nous permettre de mettre en commun nos expertises et propulser l'économie circulaire à un autre niveau. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation ont, quant à eux, mis sur pied un plan d'action gouvernemental en économie sociale qui vise la création et le maintien de plus de 30 000 emplois dans les secteurs de l'économie sociale. Donc, on peut penser notamment dans les centres de tri, le reconditionnement, la réparation, etc. Et il y a aussi eu le lancement du fonds EcoLeader, donc qui vise à atteindre 50 000 entreprises pour les appuyer grâce à une enveloppe là, de 18,5 millions et d'un réseau d'agents qui sont déployés sur l'ensemble du territoire, donc vise à les aider à mettre en place des pratiques d'affaires éco-responsables. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ont plusieurs cibles ambitieuses, telles que Joanne l'a mentionné tout à l'heure, notamment par la politique énergétique 2030, qui vise à terme là, à verdir, si on veut, l'énergie, donc à 60% là, à l'horizon 2030. Et ils ont aussi entamé des réflexions sur la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques en produisant notamment une cartographie. Transition énergétique Québec, par son plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique et leur programme éco-performance, travaillent quant à eux au niveau de projets qui traitent là, de la valorisation des rejets thermiques et également sur les énergies renouvelables, la biomasse, etc. Le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec travaillent aussi pour l'économie circulaire avec leur politique bioalimentaire. Ils ont des cibles, notamment en gaspillage alimentaire, pour inciter les entreprises à adopter des pratiques éco-responsables et pour encourager la production biologique. Le ministère de la Forêt, Faune et Parcs, avec leur stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers, ont bonifié, quant à eux, leur programme de biomasse forestière résiduelle qui vise la diminution de GES et la valorisation de la biomasse forestière résiduelle.
Et pour ce qui est du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, leur stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires nous permet là, de constater que plusieurs régions ont mis l'économie circulaire à leur agenda à l'horizon 2022. Finalement, le ministère des Transports Québec, avec sa stratégie maritime à l'horizon 2030, veut travailler quant à lui à la logistique des flux de matériaux, à la traçabilité et offrir des formations en écologie industrielle. Maintenant, à venir, alors, les 3 fonds de recherche du Québec travaillent activement sur la mise sur pied d'un réseau de recherche intersectoriel en économie circulaire qui se base sur donc, les meilleures pratiques et fait un inventaire de toutes les études et projets en matière d'économie circulaire au Québec et veulent travailler de concert avec toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, l'industrie, les entreprises, le citoyen, les chercheurs, évidemment, et les institutions financières. Il y a également le plan d'action du Plan Nord, de la Société du Plan Nord, qui est en renouvellement, et il compte également inclure des mesures pour accélérer la transition vers l'économie circulaire, notamment des mesures pour financer des symbioses industrielles, la revalorisation et des projets aussi au niveau de la gestion de l'énergie des rejets thermiques. Finalement, ben, comme on en a parlé quelques fois déjà, ben, Recyc Québec a annoncé hier la réalisation d'une étude par Circular Economy pour obtenir un indice de circularité pour le Québec. Et les résultats sont prévus pour le printemps 2021, donc super intéressant également. Alors, pour revenir à nos travaux de renouvellement de la stratégie, donc on est conscient qu'on ne peut pas tout faire dans les 5 prochaines années et qu'il va falloir prioriser des secteurs d'activité à fort potentiel de circularité. C'est pourquoi on a mis sur pied un comité de travail interne pour réfléchir sur ces enjeux-là. Et on en est venu en fait à ces 4 secteurs-là. Donc, on parle de l'agroalimentaire, l'énergie, la construction et les produits métallurgiques et électroniques. Et notre but, là, est par les différentes tables rondes qu'il y aura cette semaine, c'est un peu de vous soumettre cette proposition-là pour voir ce que les parties prenantes en pensent et questionner notre proposition. Finalement, pour la suite des travaux, comme on l'a mentionné, il y a eu des consultations des ministères et organismes au printemps. En ce moment, on est en train de faire des consultations ciblées auprès des acteurs non gouvernementaux. En parallèle, on travaille à identifier les orientations stratégiques en économie circulaire, prioriser des secteurs d'activité à fort potentiel, comme je vous l'ai mentionné, et aussi définir des indicateurs et des cibles pour la stratégie à l'horizon 2027, car on va donc mesurer le progrès par rapport à l'implantation ou la transition de l'économie circulaire. Donc, finalement, on voit qu'il y a plusieurs opportunités et défis. Alors, il y a énormément d'initiatives sectorielles à l'échelle du territoire et je vous en ai fait un petit peu état, même au niveau de l'administration publique. Il y a la relance verte qui est annoncée comme étant favorable au déploiement de l'économie circulaire. Par contre, il y a quelques défis. Alors, on n'a pas de portrait de la situation au Québec qui serait étayé par des données scientifiques chiffrées qui nous permettraient là, de définir des priorités d'action à inclure dans une planification gouvernementale, puis des indicateurs et des cibles à atteindre. De même qu'on n'a pas beaucoup de données qui nous empêchent en fait de mesurer le niveau de circularité de l'économie québécoise, qui est vraiment un incontournable. Et donc, finalement, c'est pourquoi le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique souhaite baser ses réflexions sur des recommandations crédibles des acteurs clés de l'économie circulaire à travers cette première consultation de spécialistes et de parties prenantes du milieu. Et Recyc Québec collabore également là, à toute cette démarche au niveau économie circulaire. Je tenais également à vous mentionner puis, que par rapport, je vais juste revenir en arrière, par rapport aussi à nos travaux. Alors, s'il y a des parties prenantes qui n'auront pas pu participer aux ateliers ou que, bon, on a fait ça pendant les vacances, etc., il y aura toujours moyen de donner votre avis d'une autre façon. Alors, à l'automne, il va y avoir des consultations publiques web qui vont porter sur toutes les orientations de la stratégie, donc pas spécifiquement sur l'économie circulaire, mais ça en fera sûrement partie. Et il va y avoir également des consultations, des commissions parlementaires, pardon, qui vont suivre le dépôt du projet de la stratégie à l'Assemblée nationale par le premier ministre.
Donc, à ce moment-là, on aura aussi l'opportunité d'avoir le point de vue de l'ensemble des parties prenantes. Alors, c'est ce qui mettait fin à ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Donc, je vais passer la parole à Sarah pour nous parler des opportunités socio-économiques. Juste pour vous rappeler, tout le monde, vous pouvez envoyer des questions. Il y a à droite, il y a une case qui est indiquée questions. Donc, si vous avez des questions pour certains conférenciers, peut-être mettre le nom, puis ensuite la question pour qu'on puisse le prendre à la fin. Donc, voilà. La parole maintenant est à... oups, j'ai donné une mauvaise personne. Okay. Donc, Sarah, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Sarah Tégéraud et je fais mon doctorat à la Polytechnique de Montréal. Donc, c'est un plaisir de vous présenter les grandes lignes de cette étude qui porte sur les opportunités et les impacts économiques de l'économie circulaire au Québec. Et c'est un rapport qui a été publié en mars 2018. Donc, cette étude nous a été confiée à une équipe de chercheurs dont j'ai fait partie. Elle a été confiée par le Conseil du patronat du Québec, le Conseil patronal de l'environnement du Québec et Éco-entreprises. Je vais survoler avec vous rapidement à travers le contenu de l'étude, où les points 4 à 6 sont vraiment au cœur de nos recherches et c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, soit les retombées économiques et environnementales, les freins et leviers et aussi les perspectives économiques au Québec. Je tiens aussi à vous mentionner que la construction devant chez moi aussi, je pense que c'est la réalité au Québec, donc je m'excuse en avance. Donc, l'étude repose sur une revue de littérature internationale à partir d'articles scientifiques et non scientifiques. On a développé 5 études de cas d'organisation au Québec qui s'inscrivaient dans l'économie circulaire afin d'illustrer certaines stratégies de l'économie circulaire en pratique. Et finalement, on a complété une analyse préliminaire d'identification des secteurs économiques québécois à fort potentiel de circularisation. Donc, le modèle d'économie circulaire, comme on le sait, sert à utiliser les ressources qui sont déjà en circulation de manière plus efficace à l'aide de différentes boucles. On évite ainsi d'extraire et d'exploiter les ressources vierges et de cumuler des déchets et de cumuler aussi les effets néfastes sur l'environnement. Donc, ce schéma-là, je crois que vous êtes tous assez familiers avec celui-ci. Les différentes stratégies de l'économie circulaire sont regroupées justement par famille, passant par les stratégies de conception et d'approvisionnement en amont et aussi passant par des stratégies centrées sur l'utilisation des produits, la durée de vie et offrant aussi une nouvelle vie aux ressources en aval. Donc, à partir de ces stratégies, de ces familles de stratégies, on a développé 5 études de cas afin d'illustrer des organisations s'inscrivant dans l'économie circulaire au Québec, mais il en existe plusieurs autres. Ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs, l'Institut EDEC et le Labville Prospective de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal ont développé une cartographie d'initiatives en économie circulaire à Montréal. Donc, le lien est à la fin de la présentation pour ceux qui seraient intéressés à l'en consulter plus en détail. Donc, notre étude a utilisé la définition de l'économie circulaire qui a été, en fait, qui insère la référence, qui insère, le concept de réinsertion des ressources qui sont déjà dans l'économie grâce aux stratégies. C'est une définition qui a été justement déployée ou mise en œuvre par le pôle de concertation québécois sur l'économie circulaire. Et on s'y réfère dans notre étude. Donc, à partir de la littérature, on a récolté des retombées potentielles qui sont d'ordre environnemental et économique en majorité. Les études proposent qu'une meilleure utilisation et gestion des ressources grâce aux stratégies d'économie circulaire permettent de réduire le gaspillage,
de réduire le recours aux matières vierges et aux énergies fossiles, et aussi d'améliorer l'efficacité énergétique, en plus de prolonger l'utilisation des ressources en circulation. Ces bénéfices réduisent à leur tour, comme on sait, les gaz à effet de serre, les matières résiduelles et les impacts environnementaux. Et d'un côté économique, on note deux impacts potentiels dans la littérature, soit un impact positif sur le PIB et un potentiel de création d'emplois. Et ce dernier, la création d'emplois, serait marquée en partie par le fait que certaines stratégies sont plus intensives en main-d'œuvre, comme la réparation et le reconditionnement. Donc, j'ai rassemblé ici quelques exemples de retombées potentielles de la littérature. Par exemple, du côté environnemental, le Club de Rome a publié en 2015 une étude qui indique un potentiel de réduction de 66% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 à l'échelle de 5 pays européens, soit la Finlande, la France, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède. Une autre étude européenne indique une réutilisation du textile et de la réduction du gaspillage alimentaire pourrait potentiellement réduire la consommation d'eau, variant de 26 à 52 millions de litres. Et aussi, cette même étude mentionne que cette réduction de gaspillage aurait aussi le potentiel de réduire les impacts environnementaux sur plus de 38 000 km² à l'horizon 2030. Ensuite, d'un point de vue économique, les études estiment des gains annuels potentiels variant de 0,1 à 2,5 de PIB, selon les scénarios des études européennes recensées. Ces études indiquent une croissance des occasions d'affaires grâce à des nouveaux modèles d'affaires, par exemple, ceux basés sur l'économie de fonctionnalité, des économies, nous indiquent aussi des économies par la réduction du gaspillage et une croissance aussi des activités économiques par une utilisation plus efficace des ressources. Donc, les retombées économiques se chiffrent à des millions d'euros annuellement à l'échelle de certains pays, voire à des milliards d'euros annuellement au niveau de l'Union européenne, selon les différents secteurs étudiés dans la littérature. Donc, je fais une petite parenthèse pour mentionner les effets rebonds qui ne sont pas toujours considérés dans les études. Les études ont parfois recours à la simplification et à plusieurs hypothèses dans leur modèle. Il est donc important de noter qu'une transition vers l'économie circulaire peut entraîner des effets rebonds. Il faut donc les anticiper et les encadrer pour éviter des retombées négatives ou l'annulation des bénéfices escomptés de la mise en œuvre des stratégies d'économie circulaire. Donc ici, vous avez deux exemples d'effets rebonds. Ensuite, suite aux retombées, on a aussi répertorié 4 catégories de freins et leviers dans la littérature qui sont d'ordre politique, technologique, économique et social. Sous les politiques publiques, on regroupe 3 sous-catégories, soit la réglementation, la fiscalité et l'appui gouvernemental comme des mesures principales. Je pense que ça fait aussi lien avec la présence de tout à l'heure. Je vois que il y a des belles initiatives qui sont en place actuellement. Donc, si on regarde justement de plus près les politiques publiques, on se retrouve devant une boîte à outils de levier, dont certains sont déjà en œuvre au Québec, d'autres nécessitent plutôt une révision ou d'autres méritent tout simplement d'être intégrés dans les nouvelles façons de faire. On y retrouve des règlements en lien avec la fin de vie, la gestion environnementale, des standards, des politiques d'achat aussi. Et ce dernier particulièrement a un grand pouvoir d'influence pour stimuler l'économie circulaire, compte tenu de la position des gouvernements comme étant des grands consommateurs et acheteurs dans l'économie. Donc, juste à titre indicatif, là, les achats gouvernementaux de l'Union européenne représentent environ 20% du PIB, ce qui est énorme. Et on pourrait aussi... c'est aussi similaire à la situation au Québec. Donc ensuite, il y a aussi des mesures fiscales comme par exemple l'éco-fiscalité et aussi l'appui et le financement qui peuvent agir comme levier à l'économie circulaire. Donc la présentation va être disponible par la suite. Vous pourrez regarder plus en détail les différents leviers ici. Là, on va passer sous la sphère technologique comme autres freins et leviers. On note le progrès technologique qui joue en faveur de l'économie circulaire et la complexité des matériaux à recycler est un défi à relever actuellement. Ensuite, sur l'aspect économique,
Comme levier, on retrouve des nouveaux modèles d'affaires, comme je mentionnais tout à l'heure, ceux qui sont basés, par exemple, sur l'économie de fonctionnalité. Et comme frein, on doit s'y attendre. Il y a des investissements initiaux qui peuvent être assez importants. Donc, il y a aussi la question géopolitique qui peuvent être perçues à la fois comme un frein ou aussi comme un levier de l'économie circulaire au niveau des ressources naturelles, par exemple, si on passe aux métaux rares. Finalement, sous l'angle social, la sensibilisation, évidemment, joue un rôle en faveur de l'économie circulaire, mais on doit aussi s'attendre à une résistance au changement, le statu quo étant un frein à l'adoption d'une économie circulaire. Donc, je vous invite aussi à consulter les annexes du rapport. Vous y retrouverez vraiment une liste détaillée de différents freins et leviers qu'on a rassemblés de nos recherches. Finalement, les perspectives pour le Québec. Donc, dans le but d'identifier des secteurs à fort potentiel de circularisation, on a fait une analyse préliminaire en se basant sur les secteurs qui étaient identifiés dans la littérature comme étant à fort potentiel de circularisation, soit les secteurs qui sont dans la colonne de gauche. Ensuite, dans la colonne de droite, on retrouve l'importance de ces secteurs dans l'économie québécoise en pourcentage de PIB. Et je vois que c'est très cohérent avec la présentation tout à l'heure de Mme Saint-Pierre. Donc, c'est bon signe. Donc, par exemple, si on regarde les 4 premiers, l'agroalimentaire, l'énergie, la construction et les produits métalliques et électroniques, on voit qu'ils sont non négligeables en termes de pourcentage de PIB dans l'économie québécoise. Donc, on devrait s'attendre à des retombées élevées. Ça demeure, par contre, des résultats qui sont préliminaires. Ils s'appuient sur qu'est-ce que la littérature entend comme secteur à fort potentiel de circularisation, mais une analyse justement plus poussée nous permettrait d'aller tirer des conclusions qui sont plus représentatives et justes pour le Québec. Donc, en conclusion, les gouvernements disposent de divers outils législatifs et fiscaux pour inciter et faciliter une transition. On l'a vu tout à l'heure, on a vraiment une belle boîte d'outils à mettre en place et les études démontrent des potentiels économiques et environnementaux significatifs. Et finalement, il y a 2 volets de recommandations qui découlent de cette étude, soit de 1, l'approfondissement des connaissances en économie circulaire, tant au niveau de la recherche fondamentale et appliquée qu'au niveau des caractéristiques du Québec, et aussi la modélisation de notre économie pour bien encadrer et mieux prédire les retombées potentielles. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est plutôt au niveau de l'accompagnement du marché et des entreprises par la sensibilisation et la formation des différents acteurs du marché au Québec, ainsi que la mise en œuvre de programmes d'aide, d'incitatifs, une fiscalité qui est appropriée et aussi une législation qui est favorable pour l'économie circulaire pour qu'elle puisse s'effectuer pleinement. Et je vois qu'il y a beaucoup de travail qui va autour de ces grandes lignes-là, donc c'est positif. Et pour terminer, je vous remercie pour votre attention et encore une fois, merci aux organismes partenaires de cette étude qui nous ont fait confiance tout au long des travaux. Et pour votre information, à la fin, comme je disais, il y a des sources utiles, dont la cartographie dont j'ai mentionné tout à l'heure, des différentes initiatives d'économie circulaire sur le territoire de Montréal. Il y a aussi une étude sur les métaux en économie circulaire au Québec qui est disponible sur le site de l'Institut EDEC et une formation sur l'économie circulaire au Québec qui est diffusée sur EduLib. Donc, je vous invite à la consulter. Elle est très intéressante. Et donc, ça conclut pour moi et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Donc, je passe tout de suite la parole à Guillaume Majot-Bethez qui va, lui, parler un peu plus de ce qu'on a besoin comme indicateur donné là, pour pouvoir mesurer de façon plus adéquate notre progrès vers la circularité au Québec. Donc, Guillaume, c'est à vous.
Alors, bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être ici puis de d'effleurer ce sujet si vaste là, qu'est le rôle de la donnée et de la mesure dans la transition vers la circularité. On effleure à peine, vous m'excuserez si on n'a pas tout le temps de tout couvrir et j'incite vraiment tout le monde à poser beaucoup de questions dans le chat pour que ce soit une discussion qui soit le plus interactive possible. Parce que c'est une discussion qu'on doit avoir et puis j'espère apporter certains éléments de clarté ici. Et c'est une discussion qu'on n'est pas les seuls à avoir. En fait, beaucoup de la présentation d'aujourd'hui, puis je veux rendre crédit à mes collègues du CIREG et puis nos amis du Smart Prosperity Institute. Donc, beaucoup des travaux que vous allez voir découlent un peu d'une table ronde similaire qui a été faite au niveau fédéral en février, où on se pose la même question. On se pose la question de savoir de tout l'ensemble des indicateurs, de tout l'ensemble des choses qu'on pourrait mesurer, est-ce qu'on peut débroussailler ça pour avoir un peu d'ordre là-dedans? Qu'est-ce qui se fait à l'étranger? Qu'est-ce qui se fait au Canada? Qu'est-ce qui est possible au Canada? Donc ça, c'était les questions qui avaient lieu au niveau fédéral. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on viserait, ce serait de clarifier ce qu'il nous faut pour quantifier une progression vers une économie circulaire. Parce que c'est un concept qui est intuitif, qui est rassembleur, qui est holistique, l'économie circulaire. Tout le monde a une intuition claire de ce que c'est, même si les définitions varient, et c'est là que le bas blesse. C'est également quelque chose d'extrêmement complexe, multidimensionnel, social, matériel, technologique, économique. Et donc, il y a un potentiel d'un flou artistique qui peut mener à une certaine paralysie ou à une certaine complaisance. Et c'est ce qu'on veut éviter en mettant la quantification et la donnée au cœur de tout ça. Alors, on pourrait regrouper ce qu'on tente de mesurer en 3 catégories que vous allez voir tout de suite, et on pourrait penser à 3 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Puis c'est de ça dont je voudrais qu'on parle en particulier aujourd'hui. C'est certain que peu importe votre définition de l'économie circulaire, la matière va être au cœur de ça. La quantité de matière qu'on utilise, l'efficacité avec laquelle on utilise cette matière-là, le lien avec les ressources. Et là, le premier piège qu'on peut voir assez rapidement, c'est si on travaille de façon trop micro dans notre prise de données, dans notre mesure, on va se retrouver avec une collection d'anecdotes. Telle compagnie est super chouette, c'est extraordinaire, a des boucles de recyclage de telle matière, et puis on va à la pièce comme ça, à la pige, on va chercher des success stories, mais ça ne nous dit pas quel est l'impact à l'échelle québécoise de ça. Est-ce que ça se traduit en un gain net pour la circularité, pour l'environnement? Et c'est pour ça qu'il y a cette difficile transition de l'anecdote, du micro, là où l'action est, vers le macro, mais qui est nécessaire. Ça, c'est peut-être un premier piège pour une première catégorie de mesures. Le deuxième piège dont on va parler, qui s'adresse tant à l'échelle micro que macro, c'est de tomber dans une espèce de dogmatisme de boucler les boucles pour boucler les boucles. C'est la circularité pour la circularité, alors qu'on sait très bien que même si la plupart du temps, de valoriser, d'optimiser la matière dans des boucles qu'on contrôle a un véritable gain, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Alors, pourquoi cette circularité? Bien, c'est évidemment pour amoindrir les impacts de notre utilisation de la matière ou, au contraire, maximiser les effets bénéfices de cette utilisation de la matière. Alors ça, c'est toute une autre dimension à mesurer, à prendre en compte. Et donc, de ne pas tomber dans un piège où on ne fait que mesurer de la masse pour mesurer de la masse. Et finalement, à l'autre fin du spectre, si on travaille de façon beaucoup trop macro, il y a un danger ce que j'appellerais une mort par agrégation. C'est-à-dire qu'on ne regarde qu'au niveau de vue à vol d'oiseau, et tous les secteurs de l'économie se trouvent à être agrégés en une grosse boîte noire qui est le Québec. Toutes les différentes matières se trouvent à être, bon, de la matière. Et là, on se trouve à perdre de vue les aspects stratégiques de ces matériaux-là et leurs caractéristiques. Donc, important de maintenir ce lien micro-macro tout au long de notre prise de données, ce qui est déjà un défi immense si vous y pensez. Alors maintenant, si on y va, donc 3 catégories de choses à mesurer: l'intensité et efficacité de matière, l'effet de l'usage de cette matière sur ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut bonifier,
et les aspects stratégiques de ces matériaux-là pour guider l'action, pour être dans l'action. Alors, si on commence un premier sur le niveau d'intensité de notre usage de la matière, ben, la réponse à une mesure à la pièce, c'est évidemment d'avoir une comptabilité matière. Et là-dessus, ben, on est chanceux parce que dans le fond, en Europe, comme vous avez vu ce matin, ils ont bâti une expérience de laquelle on peut apprendre pour justement comptabiliser cette matière-là de façon comptable, tout comme on comptabiliserait le portrait de l'économie au niveau financier, par exemple. Ainsi, c'est quand même quelque chose d'incroyable et qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelques années. On peut avoir une représentation des flux de matière dans l'Union européenne. Avec les imports, les extractions domestiques, les émissions, les exports, la production de déchets et évidemment les boucles qui se ferment et quelque chose à ne pas négliger, l'ajout au stock. Vous voyez la taille de ce flux-ci, il y a beaucoup de matériaux qui ne se retrouvent pas dans les boucles de recyclage, pas parce qu'on ne les recycle pas, mais parce qu'elles n'ont pas encore atteint leur fin de vie, parce que justement, elles sont dans le stock bâti, elles rendent service et évidemment, on veut les garder le plus longtemps possible dans ce stock bâti-là. Donc, il y a un aspect de dynamisme dans le temps aussi qu'il faut garder en tête. Bon, cette comptabilité-là, matière, eh bien, elle est appuyée par Eurostat, par les agences statistiques. Alors, qui a des statistiques sur les flux de matière dans l'économie, l'extraction, les imports, les exports, et un compte statistique à peu près indépendant sur la génération de déchets et les boucles de recyclage. Et ce qu'on retrouve entre les deux, les émissions, les ajouts au stock, c'est plus, ici, on se frappe à une collecte de données qui est plus complexe. Alors, on se tourne vers souvent de la modélisation et puis de l'analyse de conservation de la matière, puisqu'on connaît les intrants, on connaît les extrants, et on est capable de jouer entre les deux. Ce que j'ai vu de très encourageant dans le dernier rapport de l'Institut statistique du Québec, c'est que justement, ces mêmes catégories-là, avec grosso modo le même framework, si vous me pardonnez l'anglicisme, est adopté par l'Institut statistique du Québec et on a déjà beaucoup de données quant à la production de matières résiduelles et le traitement de matières et les boucles de recyclage. Là où on a encore des croûtes à manger, mais clairement, l'Institut statistique du Québec en est conscient et proactif sur ce dossier-là, c'est au niveau de la représentation physique de nos flux de l'économie, au niveau de l'extraction de matière, des imports, etc. Et ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue au niveau fédéral, il y a des statistiques en unité physique pour certains de ces points-là. Donc, on pourrait voir le travail du Québec comme une désagrégation des statistiques fédérales et de travailler de pair à ce niveau-là. Et d'un autre côté, on a certains de ces flux-là qui sont quantifiés au niveau québécois, mais avec la mauvaise unité, avec l'unité financière. Et là, ça devient une question de traduction d'unité, donc de passer d'un à l'autre, mais encore une fois, on ne parle pas de rien, quoi. Donc, on a une approche statistique, une approche comptable qui peut aller bien au-delà de la question de l'anecdote et qui, évidemment, nous donne des indicateurs en soi, des indicateurs de à quel point est-ce qu'on utilise la matière. Est-ce qu'au Québec, on utilise de plus en plus de matière ou est-ce qu'au contraire, on est capable de diminuer? Et évidemment, vous avez vu une grande liste ici d'indicateurs. Ça peut avoir l'air apeurant, mais en fait, il y a une bonne partie où c'est différentes normalisations. On a des flux de matière par capita, par dollar de produit intérieur brut, etc. Évidemment, une fois qu'on a ce portrait-là, il y a plein de questions qu'on peut poser, mais tout ça se dépend donc de l'existence de ce portrait. On peut avoir différents ratios de circularité, de comparer par exemple la taille de nos flux de recyclage, donc la fraction de matériaux secondaires dans nos flux de matériaux processés, de matériaux dans l'économie, ou le fameux circularity gap, où on regarde le ratio entre ce qui entre et ce qui sort d'une certaine façon. Et donc, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Mais d'où toute l'importance et l'idéal d'avoir cette comptabilité matière-là. Mais cette comptabilité matière-là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, au final, on ne boucle pas les boucles uniquement pour éviter un enfouissement, ou on ne réduit pas notre consommation de matière uniquement pour éviter l'enfouissement. On réduit notre consommation de matière et on boucle les boucles pour produire une matière qui est de qualité telle qu'elle est capable de substituer de la matière primaire. Et ça, pourquoi? Pour éviter
les impacts environnementaux associés aux chaînes de valeur de ces matières-là. Alors, de boucler la boucle pour 1 kg, de réduire nos émissions, nos rejets de déchets de 1 kg, ben 1 kg d'or ne vaut pas 1 kg de charbon, ne vaut pas 1 kg de gravier. Donc, la question, c'est de penser le lien entre la qualité de la matière, sa fonctionnalité, et les chaînes de valeur en amont de cette production-là, en amont de chaque kilo de matière, si vous voulez. Toute l'activité économique qui est liée à ça. Et là, avec une perspective de cycle de vie, on est capable de lier ces activités-là économiques à différents types de rejets dans l'environnement et de relier ces différents rejets-là à différentes catégories d'impact, qu'on pense à la toxicité humaine, aux effets respiratoires, aux destructions de la couche d'ozone, aux l'eutrophisation des milieux aquatiques, et enfin, évidemment, les changements de gaz à effet de serre, dont je parle trop vite, les émissions de gaz à effet de serre pour les changements globaux. Et ça, c'est les différentes catégories qu'on pourrait qualifier d'impact. Et enfin, ces différentes catégories d'impact peuvent être regroupées en catégories de dommages. Dommages à des choses qui nous sont chères, qu'on veut défendre, dont la santé humaine, la diversité des écosystèmes, la disponibilité des ressources pour les générations futures et évidemment toute la crise actuelle au niveau du maintien d'un climat qui est stable. Donc là, on parle ici pas de quelque chose qu'on peut on peut évidemment avoir des statistiques sur les impacts environnementaux du Québec, mais il faut avoir une perspective de modélisation, de se demander quel est le bénéfice associé indirectement sur le plan environnemental à une meilleure utilisation de la matière. Et ça, donc, il y a une question d'attribution, une question de modélisation, une question de représentation de « Ah, ben si on ne recyclait pas, si on ne diminuait pas notre matière, notre usage de la matière, qu'est-ce qui se passerait? » Donc, il y a toute une analyse conséquentielle derrière ça. Et ça va au-delà de la simple observation statistique. Ça demande une coordination avec le milieu de recherche. Là, ici, je parle des effets environnementaux, mais évidemment, il y a également les effets socio-économiques. Qu'on pense à l'emploi, au nombre de... Là, ici, j'ai un peu mélangé deux choses. Là. Il y a certains effets, conséquences sociales, l'emploi, la qualité de vie, les impacts sociaux sur le cycle de vie des boucles de matière. Et il y a certains indicateurs aussi qui sont plus des indicateurs de facilitation de la transition économique. Le support financier au projet d'économie circulaire, le nombre d'entreprises qui ont des projets. Donc, ce suivi-là de la transition, tant au niveau des conséquences que de l'application. Donc ici, si on veut aller au-delà de la circularité pour la circularité, c'est important de se demander quels sont les impacts de cette amélioration-là de nos boucles de matière et est-ce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des trade-offs, est-ce qu'il y a des compromis à y avoir, est-ce qu'il y a des situations où l'amélioration de l'usage de nos ressources peut mener à des situations où on aurait par exemple une amélioration pour les ressources dans un cas, mais qui aurait un coût au niveau climatique par exemple. Je dois passer vite, on pourrait parler longtemps là-dessus. Je pense que c'est important de parler de l'autre point, c'est l'aspect stratégique des matériaux. Ce serait extrêmement naïf de penser que la dynamique d'économie circulaire n'est pas en grande partie motivée par toute la question liée à la criticalité des matériaux. On parle de ressources qui sont de plus en plus rares, qui sont de plus en plus importantes dans des produits qui sont de plus en plus complexes. Alors, une grande motivation derrière l'action des différents acteurs, c'est de dire, est-ce que en ayant un meilleur usage de ma matière, je peux diminuer mon exposition et ma vulnérabilité à une fluctuation dans l'offre de cette matière-là, dans sa disponibilité. Est-ce qu'il y a certaines matières qui sont plus à risque que d'autres, soit pour des raisons de rareté, soit pour des raisons géopolitiques? Et est-ce qu'enfin, il y a différentes matières qui sont plus liées à des impacts environnementaux, donc m'associent indirectement à des problèmes ailleurs sur la planète, par exemple? Si on travaille de façon très agrégée, si je reprends le diagramme ici d'Eurostat, où on distingue entre matériaux de construction, si vous voulez, non métalliques, métaux, matériels fossiles et biomasse, avec une telle résolution, on ne peut pas vraiment parler de la criticalité de ces différentes choses-là. Alors, c'est important, on ne pourra pas le faire pour tous les matériaux, mais de choisir certains matériaux qui sont stratégiques et de dire, ceux-là, on les creuse, ceux-là, on veut avoir une bonne compréhension de ce qui se passe
associés à ces matériaux-là. Même chose au niveau du devenir de ces matériaux-là dans l'économie. Donc, on a déjà parlé de la résolution des types de matériaux, mais c'est important d'avoir une résolution sectorielle du devenir de certains de ces matériaux-là. Quels secteurs sont les plus impliqués dans la dispersion, dans le gaspillage de ces matériaux? Quels secteurs sont les plus dépendants de ces matériaux? Et de traquer leur devenir parce que ces matériaux-là vont redevenir disponibles pour la société à un moment donné, dépendamment de la durée de vie des matériaux dans lesquels, et des produits dans lesquels ils sont imbriqués. Alors, il y a tout cet aspect de la gestion stratégique dynamique dans le temps. On ne parle pas ici, comme dit un autre intervenant, seulement d'une gestion de matière résiduelle. On parle d'une gestion des ressources dans le temps de façon stratégique pour l'ensemble de notre économie. Ici, donc, on est en train d'éviter donc cette mort par agrégation en traquant le devenir des matériaux et en les distinguant entre eux, quoi, pour être capable de prendre des décisions d'action. Et là, je vois que le temps file. Alors, en résumé, là, pour boucler la boucle et pour servir de terreau fertile à différentes questions, moi, je vois un immense besoin de viser une comptabilité matière qui soit compréhensive, de mettre l'accent non seulement sur la quantité de matière, mais sur la qualité et sa fonctionnalité, de suivre l'évolution des bénéfices environnementaux et sociaux de cette circularité-là avec une perspective de cycle de vie, de lier les boucles de matière avec les chaînes de valeur et leur effet sur l'impact l'environnement et les travailleurs, et d'investir pas pour tous les matériaux, mais pour certains matériaux clés, pour certains secteurs clés, pour bien les désagréger, ces matériaux et secteurs-là, pour être capable d'avoir une vision stratégique et de guider l'action. Et enfin, d'avoir, donc ça va requérir quoi? Ça va requérir un partenariat entre les agences statistiques et les centres de recherche pour une représentation physique et dynamique de l'économie qui soit crédible. Et un ou l'autre ne peut pas y arriver seul, selon moi, à ce stade-ci de notre évolution vers une économie circulaire. Donc, en résumé, on a 3 choses qu'on tente de quantifier et on peut se baser sur des méthodes d'analyse de cycle de flux, d'analyse de flux de matière, d'analyse de cycle de vie, d'analyse entrée-sortie pour la représentation de la structure de l'économie. On a donc différents outils qui sont prêts à nous servir pour autant qu'on les intègre et qu'on les partage. Alors, j'espère que ça stimule de bonnes questions et oui, là, j'ai déjà dépassé de 2 minutes, alors un grand merci. Merci beaucoup, Guillaume. Vraiment super intéressant. On voit vraiment que l'économie circulaire, c'est quand même bien complexe, mais pas insurmontable si on sait justement qu'est-ce qu'il faut regarder, mesurer et faire le suivi. Donc, je passe maintenant la parole à Mélissa Stoya pour commencer les discussions sur les perspectives sur l'économie circulaire dans le contexte de la relance économique, puis j'imagine évidemment en perspective des petites et moyennes entreprises. Donc, voilà, la parole est à vous, Mélissa. Bonjour à tous. Je vais juste prendre un instant pour remercier Guillaume, mon prédécesseur, qui vient de mettre la table vraiment de façon magistrale pour que je puisse vous parler d'un volet qui est à une autre échelle, justement. Donc, mon rôle se situe tout à fait là où Guillaume l'a cadré, c'est-à-dire le suivi de la transition chez les PME et tout le volet accompagnement. Donc, l'idée de passer du cadre conceptuel et analytique à un cadre d'application pragmatique et de mettre toutes les perspectives en revue au niveau du Québec, mais c'est mon rôle aujourd'hui, c'est ce pourquoi je suis parmi vous. Donc, je vais prendre appui sur l'exemple qui est le mien, c'est-à-dire le réseau PME Montréal. Alors, pour vous situer brièvement, le réseau PME Montréal, c'est le réseau d'accompagnement des entreprises, d'économie sociale et d'économie privée à Montréal. Donc, nous sommes mandataires de ce rôle-là. Nous sommes 6 pôles répartis de façon géographique à l'échelle de l'agglomération et nous regroupons en totalité 150 ressources professionnelles qui sont vraiment dédiées à offrir des services de première ligne aux entreprises. Donc, ça va du conseil gestion jusqu'au financement et ce, à tous les stades de vie des entreprises. C'est important de vous le mentionner parce que lorsqu'on parle d'économie circulaire, on parle d'une nouvelle façon d'aborder le développement économique et si on n'a pas à la fois le pied
chez les entreprises déjà en opération et le pied chez les nouvelles pousses, ben, on se prive de maillages qui pourraient être intéressants. Pour appuyer un peu l'idée de transition vers un nouveau modèle économique, je vais prendre appui sur une des fonctions de base d'un développeur économique, que ce soit à l'échelle d'une agglomération comme Montréal ou en région. Il y a différentes entités qui remplissent le rôle de développeur économique sur les différents territoires. À Montréal, c'est le réseau PME Montréal, mais en région, ça peut être une MRC, donc une municipalité régionale de comté, une société de développement économique ou bien un CLD, un centre local de développement. Une des fonctions de base est donc d'accueillir une entreprise sur un territoire. Les critères typiques ou traditionnels de localisation sont évidemment la disponibilité soit d'un bâtiment ou la disponibilité d'un terrain. Le prix, on va parler d'un prix au pied carré en général. L'accès au marché, est-ce que ma clientèle est proche ou est-elle loin? Est-ce que j'ai de la disponibilité de main-d'œuvre à proximité? Les politiques publiques sont-elles favorables à mon type d'entreprise? Est-ce que je vais arriver sur un territoire qui va m'être hostile ou favorable? Ensuite de ça, on parle également de tout l'aspect écosystème. Donc, de façon traditionnelle, l'écosystème va regrouper les sous-traitants, les clients, les fournisseurs et tous les appuis locaux, par exemple, qu'une entité de développement économique pourrait apporter. Sous l'angle classique de développement économique, on va simplement tenter de répondre au mieux à ces critères-là sans angle précis d'analyse. Avec la transition vers l'économie circulaire, on réfléchit légèrement autrement, c'est-à-dire qu'on fait bifurquer notre angle d'analyse pour aller vers la notion beaucoup plus précise de l'écosystème. Donc, ça va devenir important pour nous de réfléchir le territoire vraiment comme un terreau fertile pour l'essor économique, certes, mais pour chaque entreprise qui s'insère dans une chaîne de valeur. Donc, on va mettre en perspective la chaîne de valeur dans laquelle s'insère l'entreprise en tentant lui trouver aussi des circuits courts d'approvisionnement, de voir quelles sont les ressources. Et là, on les décline sous différents types. Les matières, les capacités, les expertises qu'on va pouvoir regrouper autour de ces entreprises-là ou que l'entreprise qui souhaite s'établir puisse apporter. Et finalement, on va regarder du côté des politiques publiques et de la réglementation ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on est effectivement le meilleur territoire pour réaliser des maillages avec l'entreprise qui souhaite s'établir? C'est une question de base qu'on va se poser. Ça nécessite aussi, dans notre grille d'analyse, de se doter de moyens pour arriver à cheminer avec les entreprises vers des objectifs communs. Tout mon discours va être articulé autour de la PME. Ça compose notre paysage économique québécois est composé à 70% de PME. Donc, c'est important de se remettre en perspective et de comprendre aussi qu'au Québec, on a 3 univers bien distincts si on regarde du côté des régions administratives. On a des régions urbaines comme Montréal, Laval, Capitale-Nationale et les Outaouais où on regroupe des grandes villes qui vont avoir un système économique bien particulier. On a des régions périphériques à ces régions urbaines-là qui vont être des berceaux manufacturiers importants, mais aussi des fournisseurs de main-d'œuvre pour les régions urbaines. Et finalement, une troisième catégorie qui sont les régions qui fournissent les ressources naturelles. Donc, on peut penser à la Côte-Nord, l'Abitibi. Ce sont des régions dans ces 3 typologies-là qui vont avoir des façons différentes de procéder, qui vont avoir des écosystèmes différents. Et pour faire des liens avec ce que Mesdames Dufourmont et Potting disaient un petit peu précédemment, il faut avoir en tête ces différentes lectures territoriales-là pour être capable d'articuler des moyens appropriés pour déployer l'économie circulaire sur des territoires. Donc, si je refais le focus maintenant, je passe de l'échelle territoriale à l'échelle entrepreneuriale. Si on veut articuler des objectifs qui sont accessibles pour les entreprises, c'est important de comprendre les entreprises et de les rejoindre au cœur de leurs préoccupations. Elles sont, comme on le conçoit tous,
une des parties prenantes les plus importantes dans la transition vers l'économie circulaire. Donc, ça nécessite de comprendre à minima les 5 fonctions de base qui sont articulées au sein d'une entreprise. Donc, si on articule des objectifs qui sont très conceptuels ou très macro, on va avoir beaucoup de difficultés à faire percoler de manière fine et précise ces objectifs-là au sein des entreprises si on ne comprend pas, si on ne conçoit pas que derrière la terminologie entreprise se cachent des fonctions très spécifiques. Donc, pour atteindre nos objectifs de développement durable et d'économie circulaire, il faut rendre ces objectifs-là accessibles aux entreprises. Alors, ça nécessite d'une part que l'information soit disponible, mais qu'elle soit aussi vulgarisée. Donc, c'est bien de dire qu'on veut réduire les gaz à effet de serre, mais ça ne donne pas un manuel d'emploi pour l'entreprise qui souhaiterait le mettre en œuvre. Et ça ne rend pas non plus l'entreprise responsable de cette mise en œuvre-là. Donc, il faut établir dans l'information qu'on va communiquer quelle est la part des objectifs qui est imputable aux entreprises. Il faut qu'elles se sentent concernées. Il faut également montrer les chemins possibles pour atteindre ces objectifs-là. Et comme Guillaume le disait, bien, ça va être important d'établir des indicateurs de suivi. Et forcément, à un niveau micro, ces indicateurs-là ne seront pas tout à fait les mêmes qu'à l'échelle macro, mais ils doivent permettre une communication. On doit être capable de faire une agrégation qui va permettre de rendre compte à une échelle nationale de ce qui se passe. Donc, l'échelon de base va devenir le territoire, mais encore plus finement l'entreprise également. Donc, ça nécessite un dialogue avec l'entreprise pour être capable d'aller capter ces données-là. Il faut également être capable et être en mesure d'offrir un cadre incitatif pour la mise en œuvre. Et ça se décline très, très bien lorsqu'on parle de soutien technique pour la mise en œuvre de stratégies de circularité. Donc, réfléchir la transition, ça demande à réfléchir à qui seront les interlocuteurs présents pour accompagner les entreprises à emboîter le pas. Donc, au Québec, fort heureusement, on a un univers assez intéressant en économie circulaire. On a la chance d'avoir une communauté de pratique qui s'appelle la communauté Synergie Québec, qui regroupe 22 symbioses industrielles réparties à travers le territoire québécois. Donc, au sein de ces symbioses-là, vous allez retrouver des animateurs ou des conseillers en économie circulaire dont le rôle est vraiment d'aider les entreprises à faire le premier pas, à développer des stratégies en économie circulaire. Au cours des dernières années, les stratégies en écologie industrielle ont vraiment été porteuses. Vous en avez des retombées qui sont illustrées ici. Maintenant, plusieurs groupes de symbiose commencent à s'intéresser à différentes stratégies de mise en œuvre de l'économie circulaire, tout simplement parce qu'elles sont arrivées à un certain degré de maturité. Donc, les accompagnateurs terrain sont maintenant beaucoup mieux formés et au fait de différentes stratégies qui pourraient s'appliquer à travers des bassins d'entreprises avec lesquels ils travaillent depuis de nombreuses années. Donc, il a fallu partir un petit peu de loin il y a quelques années pour semer les premières graines, faire émerger chez certaines entreprises le désir d'aller plus loin. Et maintenant, ces entreprises-là qui sont accompagnées depuis plusieurs années sont assez matures pour entendre un discours qui, lui aussi, est un peu plus étoffé en termes de stratégie de circularité. Donc, le soutien qui est apporté par les symbioses, ça peut ressembler à ceci. C'est de l'aide de première ligne aux entreprises, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement là comme un cadre conceptuel ou analytique de référence, on est dans l'action. On va beaucoup aider les entreprises en termes de recherche de débouchés. Que ce soit en termes d'intrants ou d'extrants, on parle de débouchés, mais on peut aussi avoir des entreprises qui recherchent un approvisionnement alternatif. Le rôle prépondérant des symbioses réside beaucoup dans la mise en relation avec des entreprises ou des partenaires qui sont complémentaires. On amène aussi une aide scientifique et technique pour la réalisation des synergies parce que vous devez bien voir derrière tout ça que la matière peut se considérer sous forme de stock ou de flux, bien évidemment, mais avant tout, ce sont ses propriétés et Guillaume l'a bien dit, la qualité de la matière va être très importante dans la réalisation d'une synergie. Si j'ai du plastique, mais que ce plastique-là n'est pas à la hauteur de la qualité souhaitée pour le produit final, bien sûr qu'il ne se passera rien derrière entre les deux entreprises. Donc, souvent, on va avoir besoin d'un coup de pouce scientifique et technique au niveau de la PME pour l'aider à aller un petit peu plus loin.
Et il y a tout l'aspect de compilation des retombées. Et encore une fois, je remercie à tous les interlocuteurs avant moi d'avoir mis l'accent sur le fait de cette comptabilité-là. C'est important, si on veut se fixer des objectifs, d'être capable d'avoir des ramifications jusqu'à l'échelle des PME et de se doter d'indicateurs qui vont nous permettre de documenter à l'échelle locale, puis à l'échelle régionale et finalement à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on serait arrivé à obtenir comme résultat en termes de circularité. On fournit également une aide de seconde ligne pour comprendre ce qui se passe sur notre territoire. Donc, l'ensemble des symbioses industrielles travaillent main dans la main avec plusieurs partenaires territoriaux, qu'il s'agisse des municipalités ou des MRC. L'idée, c'est de fournir une intelligence d'affaires au territoire sur lequel il se passe des synergies afin d'être en mesure d'accueillir ou d'attirer les meilleurs joueurs complémentaires en termes de chaîne de valeur. Et finalement, on a aussi un rôle de mettre en lumière les opportunités de maillage pour nos entreprises. Plusieurs freins et leviers ont été nommés tout à l'heure, donc je vais aller sommairement sur ceux qui, à mon œil, sont vraiment plus d'actualité pour les entreprises. Alors, la première chose, c'est évidemment, comme tout le monde le sait, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, établir des objectifs, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait une série d'indicateurs précis, déclinables à l'échelle de l'entreprise, qui soient décidés en concertation afin qu'ensemble, on puisse construire une intelligence d'affaires pour le Québec. Pour une entreprise, on n'arrivera pas à mesurer ce qu'il n'y a pas d'incidence sur ses opérations ou son rendement. Donc, l'atteinte des objectifs de développement durable par l'économie circulaire, pour une entreprise, ça doit être vécu comme un vecteur de croissance ou d'essor pour l'entreprise. Elle doit y retrouver son compte. Et ça s'arrime très, très bien avec tout ce qui est l'aspect accompagnement et les réglementations qui sont actuellement en cours au Québec. Je vais vous donner des exemples très, très précis pour illustrer mes propos. Si on veut mesurer des retombées ou des incidences sur les entreprises, ça demande d'avoir vraiment un pied dans l'entreprise et une relation de confiance. Lorsqu'on accueille une entreprise qui veut faire de l'économie circulaire sur un territoire, mais qu'on se heurte à une réglementation qui est désuète, on va avoir du mal justement à l'établir puis finalement aller mesurer ce qui se passe chez elle. Et à l'heure actuelle, un des freins qu'on a, c'est justement un manque d'arrimage entre la réglementation et toute la sémantique et la portée de l'économie circulaire. Donc, c'est très, très important à l'heure actuelle de faire percoler la connaissance de l'économie circulaire à travers tous les services qui sont en lien avec les entreprises. Donc, si on veut accueillir une entreprise qui a le désir de reconditionner ou d'intégrer un grand pourcentage de matières recyclées à ses opérations, mais que le règlement de zonage local ne permet pas d'accueillir au sein de cette entreprise-là du contenu recyclé, on se heurte à un problème. Donc, il faut vraiment revoir les réglementations à travers le prisme de l'économie circulaire afin de s'assurer qu'on n'ait pas des freins très, très terrains à la mise en œuvre de l'économie circulaire. Et un point qui me paraît particulièrement important et qui a probablement été nommé par Mme Dufourmont tout à l'heure, c'est l'aspect de motivation. On doit à tout prix se sortir de la simple motivation personnelle pour aller à une échelle supérieure de motivation systémique pour passer à l'économie circulaire. C'est-à-dire que le poids de faire une transition ne doit pas être porté sur les épaules d'un gestionnaire ou d'un propriétaire d'entreprise. Ça doit venir aussi d'un cadre extérieur et de parties prenantes externes qui vont pousser l'entreprise à emboîter le pas. Donc, c'est important d'avoir des gestionnaires informés, mais c'est important d'avoir une force plus grande qui va tirer vers l'économie circulaire parce qu'une entreprise a beaucoup de contraintes et de prérogatives au quotidien auxquelles répondre. Donc, s'il n'y a pas de motivation externe, la philanthropie ne sera pas suffisante pour faire emboîter le pas. Et pour aller dans la sphère de la motivation systémique, justement, on peut
et la slide ne suit pas, mais c'est pas grave, je peux continuer. On peut penser à des mesures incitatives, notamment qui viendraient de la part de grands donneurs d'ordre. Madame Tégéraud l'a mentionné tout à l'heure dans la sphère des incitatifs. Les grands donneurs d'ordre publics ont un poids important en termes économiques et en termes de lien avec les PME. Donc, si on a des donneurs d'ordre qui sont aussi des joueurs qui adoptent des pratiques exemplaires en termes d'approvisionnement, qui émettent des critères d'approvisionnement responsable ou local ou de contenu recyclé, on sera beaucoup plus outillés pour aider les entreprises à emboîter le pas de l'économie circulaire. On doit donc amener l'économie circulaire comme un vecteur d'essor économique et qui doit pouvoir se mesurer dans la profitabilité de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir amener les entreprises à intégrer les externalités négatives à leur calcul de profitabilité. Et encore une fois, ça ne sera pas simplement une motivation personnelle, il faut que ça passe par un poids extérieur. Donc, soit des politiques d'approvisionnement qui encourageraient ce type de comptabilité ou des points supplémentaires lors d'octroi d'appels d'offres. Donc, on doit aussi pouvoir aider les entreprises à trouver les bons partenaires. Lorsqu'on parle d'économie circulaire, on parle de mise en relation. La relation humaine va être au cœur du changement. Donc, engendrer le dialogue avec les bonnes parties prenantes devient important. On doit aussi être capable de rallier l'intérêt des clients et des fournisseurs, donc les autres constituants de la chaîne de valeur, autour des objectifs à remplir. Donc, la communication devient un facteur très, très important si on veut emboîter le pas. Et encore une fois, mesurer l'impact réel qu'on va avoir en mettant en place différentes stratégies de circularité. Donc, une entreprise s'attend à avoir un retour sur investissement et ce n'est pas uniquement au niveau de la profitabilité, on peut voir aussi au niveau de la rétention des employés ou de fournir un cadre de performance pour les employés également. Donc, mesurer l'impact réel des stratégies qui seront mises en place, ça devient important si on ne veut pas se heurter à une résistance au changement. En termes de levier, ça a été nommé, je vais juste réappuyer sur le point. Accéder à du soutien technique de la part d'une entreprise, c'est primordial. On n'arrivera pas à implanter une stratégie de circularité dans une petite structure si on est seul, si on est le propriétaire opérant de l'entreprise. Ça prend un appui extérieur et ça doit se faire en continuum avec les instances de développement économique. Donc, on ne doit pas faire l'erreur qu'on a faite en termes de développement durable, c'est-à-dire de le dissocier du développement économique. Ça doit fonctionner main dans la main si on veut intégrer les entreprises à cette transition-là. Tout ce qui s'en vient aussi en termes de feuille de route nationale ou plus près de nous à Montréal, feuille de route en économie circulaire, c'est un pas en avant là, pour inciter les entreprises aussi à emboîter le pas. Encore une fois, l'adaptation des politiques publiques d'approvisionnement vont être un atout majeur si on veut aller de l'avant. Les politiques d'éco-comptabilité et d'éco-fiscalité vont de pair avec les politiques publiques d'approvisionnement. On pourrait aussi essayer de pousser vers les donneurs d'ordre privés également pour faire percoler ces meilleures pratiques-là. Et puis, tailler une place de choix à l'économie sociale. C'est Madame Dufourmont a parlé, l'économie sociale doit prendre une place encore plus importante dans la transition vers l'économie circulaire. On a eu de belles initiatives à Montréal et au Québec en termes d'achat auprès des entreprises d'économie sociale. Malheureusement, on ne voit pas encore une émergence si prépondérante là, de l'économie sociale. Donc, il y aura encore un bout de chemin à faire de ce côté-là. Et le facteur de motivation a déjà été nommé, mais encore une fois, seule la philanthropie n'ira pas loin, mais elle est quand même là derrière. Il faut avoir des entrepreneurs qui vont être engagés dans cette transition-là, pas uniquement pour les facteurs de développement durable, mais au-delà de ça, pour eux, à l'interne, pour les facteurs de croissance de leur entreprise qui vont se manifester aussi à travers la mobilisation de leurs employés, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
En termes de levier, on doit également penser aux capitaux. Alors, aux aides qui sont disponibles, on en a. Vous allez avoir une petite liste là, à la fin de la présentation. Encore une fois, le soutien technique au Québec, on a des experts dans plusieurs domaines, dont les ACV, qui vont être importants à mettre à profit. Les territoires sont importants. C'est bien de connaître les grandes lignes d'économie circulaire, mais quand on travaille auprès des entreprises, il faut absolument que les maillons au plus près du terrain soient bien informés des mécanismes de l'économie circulaire pour être capables d'appuyer les entreprises à cheminer. Et évidemment, en termes de levier, l'alignement des politiques est essentiel. On a quelque chose d'assez unique en ce moment au Québec là, avec les paliers gouvernementaux et municipaux qui semblent bien s'aligner. C'est vraiment un levier formidable pour pousser l'économie circulaire. Donc, vous avez ici des liens vers différents leviers. Je vais passer par-dessus, vous les aurez dans la présentation, mais ils sont évidemment à saisir, puis on a une bonne conjoncture actuellement. Donc, si je veux résumer, voici peut-être à quoi ressemble l'économie circulaire d'un point de vue entrepreneurial. Donc, beaucoup de mots, c'est joli, c'est intéressant, mais comment ça me touche? Ça, c'est encore le point d'interrogation pour plusieurs d'entre elles. Donc, si je devais formuler quelques recommandations pour aider, faciliter cette transition-là, puis avoir des perspectives d'évolution intéressantes dans le cadre du plan d'action en développement durable. Alors, il y aurait en tout premier lieu comprendre les dynamiques territoriales pour des choix stratégiques. Encore une fois, je vous ai parlé de 3 échelles de lecture différentes au niveau des territoires des régions administratives au Québec. Montréal a une situation particulière, Québec en a une autre, l'Abitibi en a une autre. Donc, comprendre les dynamiques qui sont en place sur les différents territoires et ça sous-tend les dynamiques économiques également, c'est primordial parce qu'il n'y aura pas une recette unique pour tous les territoires. En deuxième lieu, ouvrir la voie des procédés de surcyclage. Ça fait un peu le lien avec les politiques et réglementations. Il y a des voies de valorisation de nos matières qui sont plus intéressantes et je vais prendre appui sur un exemple en particulier. Pour les matières organiques, on a souvent au Québec pensé au compost. Il est temps qu'on regarde peut-être un petit peu plus en haut de l'échelle des 3 RV et qu'on regarde vers des procédés de surcyclage. On a des beaux exemples qui sont en train de se déployer, qui sont très, très innovants, mais quand on parle d'ouvrir la voie, c'est que ces procédés ou bien ces types d'entreprises-là ne font pas encore partie de la codification de Statistique Canada en termes de codition. Donc, on est vraiment dans de l'innovation ici et ça demande une certaine ouverture pour être prêt à pousser ces procédés ou ces entreprises, ces nouveaux secteurs émergents. En troisième lieu, viser les modèles d'affaires. Donc, quand on parle d'économie circulaire, il y a vraiment l'écueil du développement durable d'il y a 20 ans à éviter. Il faut tout de suite aller chercher les entreprises par ce qui les touche directement, c'est-à-dire leur modèle d'affaires. On doit décliner l'économie circulaire comme une stratégie ou des stratégies qui vont se décliner dans toutes les fonctions de l'entreprise, dont les ressources humaines. Et je suis très contente que Mme Dufourmont ait mis vraiment l'accent sur ça parce que faire cheminer un employé qui est en production vers un poste de réparation ou un poste de technicien, c'est pas évident. Donc, ça nécessite vraiment de réfléchir les stratégies d'économie circulaire en termes de modèle d'affaires. Il faut en quatrième lieu répondre aux besoins des entreprises. Donc, adapter la démarche aux entreprises. Quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de rendre compte réellement du cheminement qui est fait par cette partie prenante-là? Avoir une approche intégrée, c'est-à-dire d'arriver pas simplement avec des concepts ou des objectifs qui sont fixés de façon très, très macro, mais de dire tout ceci se décline à une échelle plus fine avec des ramifications d'accompagnement pour les entreprises. Et donc, en troisième lieu, le soutien technique et financier doivent suivre. La prochaine recommandation serait de miser sur les réseaux existants et à développer les collaborations à développer sur les territoires au profit à la fois des territoires et des entreprises. Donc, ça a été dit à moult reprises,
l'idée de fonctionnement en réseau est aujourd'hui vraiment très, très importante en termes d'économie circulaire. Ça demande d'avoir des facilitateurs, ça demande d'avoir des gens qui sont au fait autant de ce qui se passe en termes de flux de matière, mais aussi qui sont les dirigeants à la tête des entreprises qui ont ces matières-là. Donc, il faut miser sur le réseautage entre entreprises. Et finalement, encore une fois, intégrer l'économie sociale qui est un maillon important pour la transition vers l'économie circulaire parce que les entreprises d'économie sociale ont une très, très grande agilité et on n'a pas une structure d'actionnariat qui axe le travail sur la profitabilité à tout prix. Donc, dans la philosophie des entreprises, on rejoint beaucoup l'idée d'économie circulaire. Donc, ceci met fin à ma présentation. Si jamais elle va être rendue disponible, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais encore une fois, l'idée est pour ma part de faire percoler tout ce qui se passe à l'échelle macro vers une échelle un petit peu plus micro et ensuite de faire remonter l'information de manière à ce qu'on soit capable de comptabiliser les indicateurs et rendre compte de ce qui se passe réellement au Québec en termes d'économie circulaire. Merci, Joanne. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, je vais tout de suite embrayer avec Philippe Noël de la FCCQ. Il reste pas beaucoup de temps. Il n'y a pas de questions pour l'instant, mais s'il y en a là, des questions brûlantes, vous pouvez les envoyer. Mais normalement, on va terminer vers midi, un petit peu après 12h30. Puis s'il y a une ou deux questions, on les prendra, mais sinon, tant mieux, ça veut dire que peut-être tout le monde est bien heureux avec le contenu. Donc voilà, Philippe, c'est à vous. Bonjour tout le monde. En fait, très heureux d'être parmi vous ce midi. Merci de l'invitation. Je serai votre dessert en cette heure de dîner. D'abord, à la FCCQ, rapidement, là, on est 132 chambres de commerce, on a 1100 entreprises et organisations, on a 17 comités de travail. Et moi, parmi les dossiers sur lesquels je travaille, il y a les dossiers d'économie verte et les dossiers énergie et environnement qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Avant la crise de la COVID-19, on était vraiment actifs dans ces dossiers-là. Évidemment, on a écrit des mémoires sur le plan d'économie verte, sur le projet de loi 44 qui vient changer le fonds vert qui s'appelle Fonds d'électrification et de changement climatique. Évidemment, la question du marché du carbone, mais aussi pour creuser les possibilités de circularité de l'économie. Et c'est un sujet qui nous intéresse de plus en plus au fil du temps. Donc, on va vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Donc, on est dans une crise depuis mars, comme vous le savez. La pandémie a amené des conséquences vraiment dévastatrices et terribles. De nombreuses victimes, malheureusement, dans la population, chez les entreprises également, de lourdes conséquences. La reprise va mettre du temps. Bon, étant quelqu'un de quand même positif dans la vie, si on essaie de voir le positif malgré tout, la crise a aussi possiblement accéléré des phénomènes comme la numérisation, comme des meilleures pratiques sanitaires, comme des solutions aussi d'économie circulaire, puis ça pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a des opportunités à saisir au travers des conséquences désastreuses, puis à l'ampleur de cette crise-là. Et en plein cœur de la crise, on s'est dit, on a une tempête à traverser, il faut tout de suite préparer le terrain en parallèle pour la reprise des activités. Alors, on a décidé de faire une étude pour aider les entreprises à rebondir le plus rapidement possible avec la firme de Roland Berger. On le verra dans quelques instants. Mais avant, on a des constats à faire. Ce que la crise a amené aux entreprises, entre autres, d'abord des coûts fixes à assumer avec une diminution substantielle des revenus, voire une absence totale. Aussi des modifications effectuées dans bon nombre de modèles d'affaires pour assurer leur développement, voire leur survie. Mais la COVID-19 a aussi amené des changements dans les chaînes d'approvisionnement qui ont rencontré des difficultés. Les entreprises ont dû se réinventer quand même assez rapidement et trouver des solutions pour répondre à leurs besoins. Donc, on a fait une étude, ce qui nous a amené à la faire pour permettre aux entreprises de se remettre sur pied le plus rapidement possible et de voir les opportunités. Alors, on a consulté nos chambres de commerce, nos entreprises en pleine crise, et on est arrivé en un plan en 5 points qui a été dévoilé en avril. Et ce qui en ressort, c'est ceci.
D'abord, premièrement, adapter certaines pratiques en entreprise. Entre autres, on peut penser au raccourcissement des chaînes de production, ainsi qu'au changement dans les modes de consommation des citoyens et une plus grande présence aussi de l'économie circulaire. Donc, plusieurs actions devraient être effectuées en amont, en plus de la mise en place des mesures sanitaires qui sont requises désormais. L'entreprise doit penser à développer une série de mesures pour assurer sa survie. Et là, on peut partir du plan clair de communication, des mesures en ressources humaines, mais aussi dans des transformations nécessaires pour améliorer les performances de son entreprise et saisir les opportunités. Deuxièmement, considérer certains facteurs dans la prise de décision liés à la reprise des activités. Là aussi, on parle beaucoup des ressources humaines, mais aussi, on devrait assister, et on le voit de plus en plus là, récemment, là, à un accroissement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, autre opportunité pour l'économie circulaire. Troisièmement, adapter le modèle d'affaires au contexte, notamment à l'international. Le contexte démontre l'importance de poursuivre les efforts des entreprises pour diversifier leur marché extérieur, autant pour leurs exportations que pour leurs approvisionnements, pour ainsi atténuer les impacts de ce qui se passe à l'étranger. Donc, lorsque c'est possible, il faut évaluer les possibilités d'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs, et notamment les fournisseurs locaux. Ce qui était peut-être moins un réflexe au cours des dernières années chez certaines entreprises. Et on peut penser davantage à la réutilisation des actifs. Donc, on est dans une économie où l'on va davantage vers de la circulation des matières, des pièces, et un peu moins de neuf. C'est ce qu'on observe. Et ça a été une observation qu'on a eue, notamment dans la réalisation de l'étude qu'on a fait, qu'on a dévoilée en avril. Et par exemple, le secteur de l'automobile. Comment on va réutiliser des pièces automobiles? On a pu l'observer avec une incidence positive sur le marché de l'occasion et de l'après-chaîne de vente automobile, mais il y a une incidence beaucoup plus négative sur le marché du neuf. Donc, c'est un secteur qui nous a amené un petit peu à voir un peu comment la réutilisation des actifs allait être repensée. Quatrièmement, continuer de compter sur l'aide des gouvernements du Québec et du fédéral, davantage au niveau des liquidités pour les entreprises, donc de passer des mesures d'urgence à des mesures de reprise économique. Cinquièmement, miser sur l'innovation et la modernisation des opérations pour accroître la productivité. Là, on veut dire, pour préparer au mieux la relance, les entreprises québécoises doivent également anticiper les changements nécessaires au sein même de leurs organisations et de leur processus pour faire face à cette nouvelle normalité du monde post-crise. Donc, plusieurs entreprises en mesure d'adapter leur modèle d'affaires doivent passer de la parole aux actes, c'est ce qu'on pense, pour poursuivre leur progression. Et là aussi, il y a d'autres opportunités à saisir pour l'économie circulaire. Donc, on a élaboré 5 types d'opportunités liées à l'économie circulaire. D'abord, améliorer le bilan environnemental global et la contribution des entreprises à l'environnement. Je le mentionnais plus tôt, nous, on sent une réelle volonté des entreprises et industries à contribuer à l'effort global et aux réductions des émissions de GES. Par exemple, dans le secteur énergétique, comme l'électrification ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins énergétiques pour les industries, des entreprises comme Énergir travaillent actuellement à développer le gaz naturel renouvelable qui est carboneutre, qui a la même composition que le gaz naturel conventionnel, à la différence qui a besoin que de quelques semaines pour être produit, et ça à partir de résidus organiques sur les fermes et des sites d'enfouissement. Même si sa présence est très marginale pour l'instant dans la distribution gazière québécoise, les perspectives de développement semblent vraiment intéressantes pour les distributeurs et pour les consommateurs aussi qui sont admissibles aux critères de carboneutralité. Actuellement, il y a une quinzaine de projets pilotes qui sont sur la table à développer en compagnie d'agriculteurs et de centres d'enfouissement pour utiliser, dans le fond, ce qui est généré par les matières organiques plutôt que de les laisser aller ou de laisser aller ces opportunités. Il y a une incidence positive aussi sur la balance commerciale qui est non négligeable parce qu'on diminuerait les importations de gaz naturel de l'étranger pour nos approvisionnements et une incidence plus positive sur l'environnement étant donné la carboneutralité et sa nécessité pour bon nombre d'industries dans leurs processus énergétiques. Ça va prendre du temps, mais c'est une piste qui est intéressante, puis on trouvait que c'est un très bon exemple. Il y a Enerchem également qui transforme des matières résiduelles
non recyclable en biocarburant et qui vient réduire la dépendance aux énergies fossiles, qui est vraiment intéressant là aussi. Deuxièmement, une gestion plus optimale des ressources, c'est-à-dire une plus grande autonomie, des stratégies plus efficientes pour faire un meilleur usage de nos ressources, le faire de manière plus pérenne dans le temps, comment on peut maximiser la profitabilité économique de l'intrant avant d'être rejeté et gaspillé. Au fond, avoir la rentabilité économique de nos intrants la plus profitable possible, la plus rentable possible, c'est l'objectif numéro 1, mais créer de l'opportunité aussi économique via ça. Nous, ce qu'on avait, quand je lisais ça, ce qui me frappait, c'était il y avait des exemples notamment qui avaient été dévoilés dans le livre blanc sur la productivité énergétique des HEC, entre autres avec Tafisa à Lac-Mégantic, où est-ce que Tafisa comporte 2 lignes de production continue de panneaux de particules de bois et ont investi 20 millions pour la technologie Rewood pour remplacer une partie des résidus de bois post-industriels via des copeaux provenant des scieries par des matériaux de bois provenant des centres de récupération pour réintroduire la matière dans ces panneaux-là. Donc, pour éviter que ces fibres de bois se retrouvent dans un site d'enfouissement, par exemple. Donc, ça, c'est un très bon exemple qu'on avait noté de notre côté. Troisièmement, générer une activité économique pour les PME locales spécialisées en réparation d'équipements et des industries. On passe entre autres aux fournisseurs dans les chaînes de valeur, à des PME. Il y a des filières à haut potentiel pour l'économie circulaire. Léa et Sarah en ont parlé d'ailleurs plus tôt. Moi, j'ai mentionné le secteur énergétique aussi. Il y a l'agroalimentaire, la foresterie, la construction, les métaux produits, bon, vous les avez vus un petit peu plus tôt. Mais on est dans un contexte de relance et on va chercher à stimuler ces secteurs, permettre à ce bassin de se renouveler carrément. Et je pense que parmi les opportunités, il y a le développement des zones d'innovation, le développement des zones industrielles-portuaires, le développement des zones industrielles dans les municipalités. Comment on peut augmenter la concentration industrielle en ayant une masse critique d'industrie pour avoir une stratégie favorisant la circularité des ressources. Quatrièmement, réduire les coûts de production et d'exploitation. Par exemple, accroître la productivité énergétique pour réduire la consommation énergétique tout en améliorant le niveau de service et la valeur économique produite. Le Québec accuse un retard de 14 en matière de productivité énergétique par rapport à l'Ontario notamment. On connaît les facteurs, les raisons qui expliquent ça, mais comment on peut amener les entreprises et les consommateurs énergétiques à optimiser leur consommation énergétique par toutes sortes de procédés? Peut-être un critère amenant une pondération supplémentaire pour des mesures gouvernementales en matière environnementale. Ça peut être une solution, mais certainement, ça va être quelque chose à réfléchir aussi. Donc, la productivité énergétique, pour nous, c'est un bon exemple de réduction de coûts de production et d'exploitation dans une bonne perspective. Finalement, cinquièmement, exporter et mettre en valeur le savoir-faire du Québec. Ça sera très, très important. Comment on peut stimuler l'innovation, trouver des nouvelles vocations à des rejets, créer des nouvelles opportunités pour les intrants. Il y a assurément des nouvelles idées qui n'ont pas encore été développées et qui auraient un fort potentiel. Par exemple, les entreprises nous disent que tous les plastiques se recyclent. Moi, je l'ai entendu dans mon comité économie verte et énergie environnement. C'est en matière à débat, mais des entreprises nous le disent. Donc, le problème, tout le monde s'entend, est la gestion du cycle de fin de vie de cette matière-là. Donc, la gestion des grandes quantités versus les plus petites quantités qui sont plus difficiles à récupérer, alors qu'on peut avoir du plastique de très bonne qualité, notamment dans les hôpitaux, avec ce qui enveloppe les outils, les instruments stériles. Il y a des opportunités à saisir là. Avons-nous les bonnes infrastructures pour la récupération de la matière et la gestion? Donc je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Les prochaines étapes pour nous, c'est un concept que l'on veut développer pour trouver les meilleures solutions en récupération d'énergie, de chaleur, de matériaux, de pièces. Quels seront les enjeux, les obstacles, les opportunités dont on ignore? Comment on peut creuser ça, nous, de notre côté? À la Fédération, on veut vraiment se développer une plus grande expertise interne et externe. Et ce sera important de faire adhérer les entreprises davantage, d'utiliser notre réseau, le réseau des chambres de commerce, entre autres, nos 1100 entreprises membres, pour rejoindre les différents secteurs industrialisés.
Donc, faire connaître aux entreprises, aux chambres de commerce en région, les opportunités offertes par l'économie circulaire. Aussi que les ordres de gouvernement créent des conditions favorables au développement de solutions d'économie circulaire. Tout à l'heure, Mélissa en parlait, du plan de relance de la Ville de Montréal. La mesure 11, déployer une stratégie pour favoriser l'économie circulaire. Notamment, il est question de soutenir la mise sur pied d'un fonds d'investissement privé en économie circulaire en collaboration avec le fonds d'action pour, je pense, 30 millions de dollars. Donc, ça, c'est le genre de mesure ou d'orientation publique qui est favorable pour développer l'essor de ce concept-là, qui est vraiment intéressant et important. De notre côté, à la FCCQ, peut-être en conclusion, on a toujours favorisé une approche axée sur l'accompagnement des entreprises pour réaliser les mesures qui profiteront à l'environnement, mais aussi à l'économie du Québec. C'est vraiment ce qu'on pense de notre côté. Alors, merci. Merci beaucoup, Philippe. Super intéressant. Ben, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais peut-être en profiter, moi, pour en poser une que je pense qui est importante parce qu'on parle beaucoup de projets innovants en économie circulaire. Par exemple, Philippe, vous avez parlé des projets de gaz naturel renouvelable, de bioénergie et tout ça. Mais la réalité, c'est que souvent, ces projets-là, puis surtout la ressource elle-même par après qui est vendue, les carburants, coûtent beaucoup plus cher que les carburants conventionnels, dont le gaz naturel conventionnel, dont d'autres, l'essence et tout ça qui ne sont pas issus de biocarburants. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut être n'importe qui, ça peut être Philippe ou quelqu'un d'autre qui répond, est-ce que l'écofiscalité pourrait avoir un rôle très stratégique et important pour pouvoir faire avancer justement le déploiement d'activités d'économie circulaire sur le territoire? Bien, sur l'éco-fiscalité, je vais peut-être laisser d'autres intervenants un peu aborder cette question-là. De notre côté, évidemment, nous, ça a été une question qu'on a posée, évidemment, à ceux qui développaient cette ressource-là. De ce qu'on nous dit, côté coût, ça ne devrait pas avoir beaucoup de changements de leur côté. Maintenant, je comprends aussi que c'est peut-être pas le gaz naturel la ressource idéale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ça fait partie de l'équation de la pluralité énergétique, étant donné les nombreux besoins de certaines industries en matière énergétique. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est évident que l'électrification ne peut pas tout faire ou d'autres sources énergétiques ne peuvent pas tout combler. Il y a une recherche qui peut se faire, il y a de l'innovation qui peut se faire aussi en la matière, mais il y a des besoins qui sont réels que nous, on se fait beaucoup interpeller à la Fédération par rapport au gaz naturel notamment. Donc, s'il y a des besoins encore en matière de gaz naturel pour certaines entreprises, ben, au moins, on aurait accès au développement de cette ressource-là qui, selon ce qu'on nous dit, se ferait aux mêmes conditions, autant contractuelles que peut-être des conditions d'utilisation, en fait, de la ressource. Mais pour l'éco-fiscalité, je laisserai peut-être quelqu'un d'autre aborder cette question-là. Joanne, si tu le permets, c'est Mélissa. Moi, pour répondre de manière très, très claire, oui, l'éco-fiscalité a un rôle important à jouer parce que si on le ramène encore une fois, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une entreprise, lorsqu'une entreprise pousse un projet en innovation, puis différents types d'innovation existent, là, si on se réfère aux grilles d'Oslo, donc les niveaux de TRL, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails techniques là-dessus, sauf que c'est important de le mentionner que innovation est aussi un terme qui cache plusieurs réalités. Si on pousse un projet d'innovation, évidemment, il y a du financement à aller chercher à la clé. Tout projet qui cherche à se commercialiser, à percer un marché, demande des ressources en amont, en R&D, par la suite en commercialisation. Donc, c'est des appuis fondamentaux pour pousser une innovation sur un marché. Si, dans la structure d'analyse qu'on fait, on se rend compte que la rentabilité du projet n'est pas au rendez-vous, on ne sera pas en mesure, en tant que bailleur de fonds, d'appuyer un projet comme celui-là, même si, sur papier, le projet est excellent et les retombées environnementales sont au rendez-vous.
Donc, s'il n'y a pas un appui de l'autre côté de la part des gouvernements qui sont de grands consommateurs d'innovation en technologie propre, entre autres, qui peuvent jouer ce rôle-là, s'il n'y a pas de politique d'éco-fiscalité mise sur pied, on se heurte à une réalité marchande très difficile. On n'arrivera pas à faire percer les innovations sur le marché parce qu'on n'aura pas à l'autre bout de gens prêts à l'utiliser, à la consommer, cette innovation-là, ou ce nouveau produit-là qui est certainement écologiquement plus rentable, mais économiquement qui internalise des coûts que des projets ou des produits équivalents qui sont plus polluants n'intègrent pas. Donc, si on ne fait pas cet effort-là d'éco-fiscalité, d'avoir vraiment une réglementation, une politique qui est favorable à des projets innovants qui sont moins énergivores ou polluants, mais on va se heurter à cette réalité marchande-là. On n'arrivera pas à se sortir de cette réalité-là. Donc oui, c'est un incontournable de miser sur l'éco-fiscalité, c'est un incontournable aussi de miser sur l'éco-comptabilité. Donc, si ça s'inscrit dans les états financiers d'une entreprise, ça veut dire que ça doit aussi se comptabiliser. Donc, ça va de pair. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre, Guillaume, est-ce que vous vouliez, ajouter quelque chose? Ouais, ben peut-être juste pour rebondir brièvement sur la question de l'éco-fiscalité, ça me ramène, pour répondre directement, oui, c'est absolument crucial et c'est fou qu'on le mot soit pas apparu presque là, dans toutes les présentations. Et c'est d'autant plus crucial qu'on ne veut pas qu'on veut se concentrer sur la performance globale du système et atteindre les gains environnementaux de façon le plus efficace possible. D'où l'idée de ne pas y aller à la pièce, à l'anecdote pour dire nous, on veut au Québec absolument améliorer telle boucle de matière. Oui, mais peut-être que c'est pas dans cette boucle de matière-là qu'il y a de façon le plus efficace, le plus grand gain à avoir en termes de changement climatique, alors que d'avoir une éco-fiscalité, un prix sur le carbone, etc., ça va naturellement, avec une logique de marché, amener les solutions les plus éco-efficientes à dominer. Oui, merci, très intéressant. D'ailleurs, je mettrais une petite parenthèse que dans le cas, par exemple, de la campagne anti-tabac, ce qui a permis justement de faire une transformation importante du marché, c'est qu'il y avait une campagne qui reposait à la fois sur l'information, sur la fiscalité, puis sur la réglementation pour tranquillement faire un changement des comportements des gens plus sains, si on veut, pour la société. Puis ça a pris depuis les années 70 jusqu'à maintenant pour faire cette transformation-là. Donc, l'éco-fiscalité, c'est pas une fin en soi, mais bien un outil parmi d'autres pour faire une transformation en profondeur des marchés, donc pour atteindre des objectifs comme l'éco-circularité. Il y a une question, puis après ça, on va terminer là-dessus. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le cursus scolaire au Québec intègre assez le concept d'économie circulaire? Est-ce qu'un levier qui serait, est-ce un levier, qui serait intéressant à intégrer également? Peut-être, Léa, tu pourrais parler de ça, puisque on parle de cursus scolaire à l'échelle québécoise. Écoutez, je ne suis pas une spécialiste nécessairement là, du cursus scolaire, mais d'après les lectures qu'on a faites, ça pourrait effectivement être un levier à développer parce que je pense que, comme le mentionnait justement Madame Dufourmont, il va falloir qu'on ait de la main-d'œuvre qualifiée pour être capable d'emboîter le pas de la transition. Et donc, je pense qu'il y a quand même des belles choses qui se font actuellement, mais qu'on a matière là, à s'améliorer et à développer des cursus un peu plus spécialisés là, si on veut répondre à tous les défis là, que l'économie circulaire peut également poser. OK. Écoute, on va terminer avec ça. Il est déjà rendu 12h45. Encore une fois, désolée pour avoir excédé le temps alloué pour la deuxième partie. Mais je pense que ça a été extrêmement enrichissant, l'expérience. Puis on va avoir quand même beaucoup d'informations en tête pour essayer, on espère, de fournir des recommandations très, très ciblées pour aider le gouvernement à avancer dans le développement de sa stratégie gouvernementale sur le développement durable. Donc, sur ça,
fois, merci beaucoup à tous les conférenciers, participants, et tout sera en ligne, on l'espère demain. Je travaille avec l'équipe pour avoir les liens pour ceux qui n'ont pas pu participer tout le temps. Donc, vous pourrez réécouter au besoin. Merci.